Notre invité ce matin dans Les Échos est économiste et conseiller de Paris pour Les Républicains. Bonjour, Christian Saint-Etienne. Place à l'actualité avec les Paradise Papers, ces documents issus d'un cabinet d'avocats des Bermudes, révélés par un consortium international de journalistes d'investigation. Au-delà des personnalités et des sociétés qui sont évoquées dans ces documents, ne révèlent-ils pas que surtout les États sont impuissants ? Il y a un vrai problème. Ceci étant, est-ce que les États n'ont pas organisé leur impuissance ? C'est-à-dire ? C'est en fait la vraie question. Parce que si les États-Unis, l'Union européenne et quelques autres puissances, éventuellement la Chine et le Japon, se mettaient d'accord pour tuer les paradis fiscaux, c'est terminé en quelques jours. Donc en réalité, toutes ces puissances permettent le développement de ces paradis fiscaux, notamment les États-Unis, qui par ailleurs jouent les chevaliers blancs et imposent des amendes extrêmement élevées à des entreprises, comme récemment à la BNP ou à d'autres banques ou entreprises comme Volkswagen, à propos du scandale sur le diesel. Mais en réalité, les entreprises américaines, comme notamment les GAFAM, utilisent beaucoup les paradis fiscaux pour faire des opérations à l'étranger en étant très peu fiscalisés. Donc il y a eu un laisser-aller de la part des États. Alors il y a eu de la part de l'OCDE une tentative récente de corriger un certain nombre de défauts sur la fiscalité des entreprises, notamment des bénéfices des entreprises, mais il n'y a pas eu encore de volonté réelle d'éradiquer les paradis fiscaux. Vous parlez ce matin donc effectivement d'un manque de volonté. Si cette volonté était là aujourd'hui, vous dites que les États pourraient lutter donc effectivement contre cette évasion fiscale. Très concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui mettre en place par exemple au niveau européen pour y parvenir ? Alors l'Europe toute seule, c'est insuffisant. Il faudrait au moins un accord entre l'Europe, les États-Unis et le Japon, puisqu'à ce moment-là, vous avez les grandes places financières mondiales. Et ce qu'il faut, c'est interdire à toutes les sociétés qui ont leur siège dans ces 3 blocs de pays d'avoir des filiales dans des paradis fiscaux avec des amendes ou des peines de prison extrêmement élevées concernant la totalité du conseil d'administration et des dirigeants de ces entreprises, et je vous garantis que très rapidement c'est éradiqué. Donc en réalité, les États font des déclarations par devant, mais par derrière, ont laissé dans les 30 dernières années prospérer ces paradis fiscaux. Donc il faut impérativement mettre un terme à cette évolution, parce que aujourd'hui, ça conduit à quoi ? Ceux qui n'utilisent pas les paradis fiscaux payent des impôts pour ceux qui les utilisent, ce qui est inadmissible dans un monde moderne, transparent et globalisé. Et pourquoi il y a ce laisser-aller alors dans ce cas-là, puisque vous nous dites effectivement il y a un laisser-aller? Pourquoi les États ne se saisissent pas du dossier alors que pourtant l'opinion publique souhaiterait certainement les voir agir dans ce sens? Parce que d'abord, vous avez beaucoup de gouvernants et d'hommes politiques qui ont utilisé ces paradis, comme en Angleterre, un précédent Premier ministre, Cameron, et son père notamment, avaient utilisé ces paradis fiscaux. Vous avez d'autres gouvernants qui ont utilisé les paradis fiscaux. Mais il y avait aussi, au cours de la guerre froide, entre l'Union soviétique et les États-Unis, une utilisation des paradis fiscaux pour faire des opérations non officielles. Bon. Je pense qu'aujourd'hui, on peut construire des choses qui permettent aux États de continuer leur politique, notamment en termes de sécurité, tout en interdisant aux entreprises d'utiliser ces paradis fiscaux. Donc c'est une révolution mentale qu'il faut opérer au niveau des États, mais il n'y a aucune chance aujourd'hui que ça se produise. Par exemple, Donald Trump laisse prospérer les paradis fiscaux. On peut imaginer que peut-être lui-même en a utilisé certains. Bien, Christian Saint-Etienne, on va parler cette fois-ci des réformes en France, notamment de la fiscalité. Emmanuel Macron donc, va augmenter la CSG. En même temps, l'impôt sur la fortune est réformé en un impôt sur la fortune immobilière. Au regard de ces premières réformes, diriez-vous que pour Emmanuel Macron, c'est un pari gagnant ou qu'il reste encore beaucoup à faire après 6 mois de pouvoir? Alors, d'abord, objectivement, c'est infiniment mieux que la période Hollande. On se souvient que Hollande a changé de politique 2 ans après être arrivé aux affaires. Il a mis en place le CICE et
un ensemble de politiques pour essayer de relancer la croissance et de réduire le chômage. Mais en réalité, il s'était tué en 2012 par un doublement de la fiscalité du capital. Donc Macron revient en arrière à la situation qui existait avant les réformes de Hollande. En gros, Macron efface Hollande. C'est une correction, vous me dites. C'est une correction. Mais donc c'est très bien. Simplement, Macron ne va pas jusqu'au bout. Si on prend le prélèvement forfaitaire qui a été fixé à 30%, qui est un niveau trop élevé, puisque la plupart des pays avec lesquels nous sommes en compétition, de ce point de vue, il faut rappeler que la compétition fiscale la plus violente dans le monde intervient à l'intérieur de l'Union européenne. Les principaux prédateurs sur le plan fiscal, c'est l'Irlande avec un taux d'IS à 12,5%. Vous avez également le Luxembourg avec une fiscalité très avantageuse pour les entreprises, sans parler de la Suisse qui n'est pas dans l'Union européenne, mais qui joue un rôle clé dans ce domaine, et puis toute l'Europe de l'Est qui a mis une fiscalité très compétitive en place. Donc nous sommes en compétition fiscale. Ce qui eût été idéal, c'est un prélèvement forfaitaire obligatoire de 25%. À ce moment-là, ça a évité les complications qui sont intervenues sur l'assurance vie. Il y avait de l'assurance vie qui était à 23%. On n'a pas voulu mettre la totalité de l'assurance vie à 30% parce que c'est beaucoup trop élevé. Donc, on a dit l'assurance vie à moins de 150 000 euros, c'est à 23%. Au-delà de 150 000 euros, c'est à 30%. C'est une complexification inutile. Si on mettait tout à 25% en prélèvement libératoire obligatoire, on éliminait tous les problèmes et ça avait une puissance d'appel énorme en termes de simplicité auprès de l'ensemble des investisseurs internationaux. Donc, Macron a fait un pas en avant, mais en n'allant pas jusqu'au bout de cette réforme, il se prive malheureusement, et la France avec, de l'essentiel des bénéfices qu'on peut attendre de cette réforme. Voilà donc pour la fiscalité. Vous souhaitez qu'il aille plus loin. Dans le même temps, pour certaines personnes, ces mesures sont considérées comme socialement injustes. Comment faire passer ces mesures-là, selon vous, Christian Saint-Etienne ? Alors là, il y a quand même un défaut de communication globale, y compris de la part du gouvernement, dans un pays qui, de toute façon, n'aime pas l'économie de marché, on le sait, et les Français n'aiment ni l'économie de marché ni le capitalisme. En revanche, ils sont tous d'accord pour avoir des retraites et des prestations qui ne peuvent être payées qu'à partir de la valeur ajoutée produite par les entreprises. Donc il y a une schizophrénie totale dans l'esprit des Français sur ces questions-là. Donc quand on sait ça, il faut matraquer un point absolument clé de compréhension de la fiscalité française, qui est que 20% des ménages payent 80% de l'impôt sur le revenu et de la CSG dans ce pays. Même après les réformes Macron, ça ne change pas. Vous avez toujours 20% des ménages qui payent 80% de l'ensemble des impôts directs et une partie significative des impôts indirects, comme la TVA. Donc, c'est en réalité une petite réduction sur l'énormité de la concentration fiscale sur les 20% ayant les revenus les plus élevés. Allez, Christian Saint-Etienne, dernière question d'actualité parce que le temps est limité. Donc effectivement, dans cette émission, sur la formation professionnelle, l'autre grand chantier social de la rentrée pour le gouvernement. Dans une interview au Journal du Dimanche, Muriel Pénicaud a détaillé notamment qu'elle souhaitait renforcer la filière de l'apprentissage, mais elle déclare effectivement que les jeunes sous-estiment effectivement cette voie d'excellence et qu'en même temps, il y a difficulté de trouver des entreprises d'accueil. Comment expliquer aujourd'hui que l'apprentissage, on a entendu énormément de ministres, énormément de présidents en parler et qu'on a l'impression que jamais cette filière n'a été relancée. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est un problème structurel lourd, qui est que l'apprentissage est confié à l'éducation nationale, qui considère que c'est une filière rebut. Donc, Muriel Pénicaud a dit qu'elle voulait opérer une révolution copernicienne. La seule révolution copernicienne possible pour l'apprentissage, c'est de le sortir de l'éducation nationale et de l'instaurer et de l'instituer en filière d'apprentissage comparable à la filière de l'enseignement agricole. Et à ce moment-là, vous confiez la gestion stratégique de cette nouvelle filière aux régions et aux branches, avec les branches dans le siège du conducteur et les régions qui s'assurent que notamment la composante d'enseignement dans la formation d'apprentissage reste très puissante. Par exemple, les apprentis devraient avoir un engagement de semaine de 40 heures.
avec 15 heures à l'école et 25 heures dans l'entreprise. Et puis, comme en Allemagne, il faut que ça ne coûte rien à l'entreprise, c'est-à-dire que ce soit un co-enseignement avec cette filière de formation professionnelle qui peut utiliser sur certaines matières des professeurs de l'éducation nationale, mais qui doit être dirigé par des responsables indépendants de l'éducation nationale. Et à ce moment-là, vous pouvez relancer cette formation professionnelle qui doit avoir pour objectif au minimum de doubler le nombre d'apprentis en France. On stagne depuis de nombreuses années à 400 000 apprentis. Il faut absolument qu'on passe à 800 ou 900 000 apprentis. Mais si on veut en faire une filière d'excellence, il faut l'instaurer en filière indépendante, parce que pour l'éducation nationale, on y mettra la vision globale de l'éducation nationale sur l'apprentissage, c'est que c'est une filière de rebut. Donc ça ne peut pas fonctionner. Merci Christian Saint-Etienne d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, économiste et conseiller de Paris, Les Républicains.